je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, maître de conférences associée à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, je reçois Sonia Barkala. Bonjour Sonia. Bonjour Evelyne. Alors Sonia est une femme absolument incroyable avec un parcours de vie impressionnant. Elle a fait un terrible documentaire qui s'appelle Faux départ sur les expériences de mort imminente. C'est d'ailleurs de ça dont nous allons discuter aujourd'hui. C'était en 2010. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, ce documentaire est toujours utilisé, notamment en faculté de médecine pour les étudiants. Alors, Sonia a aussi écrit un livre en 2021. Et si ça vous arrivait, si cela vous arrivait, ces expériences de mort imminente qui transforment nos vies. Elle a aussi organisé deux congrès internationaux, les rencontres internationales sur l'expérience de mort imminente, à Martigues en 2006 et à Marseille en 2013, qui ont réuni un très très grand nombre de participants et aussi, bien sûr, d'intervenants reconnus internationalement. Et tu as aussi été journaliste, tu as conduit des ambulances, tu as créé une boîte de production. Enfin, tu as une vie absolument extraordinaire et tu viens de sortir en salle un docu-fiction que je recommande qui s'appelle Témoin. Alors, nous allons parler de tout ça aujourd'hui. J'aimerais que tu te présentes. Je t'ai présenté brièvement. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu as envie, des choses que tu as envie de rajouter? De rajouter, merci pour ta présentation, mais j'ai envie oui, d'ajouter que je suis une marraine, j'y tiens, d'une association d'accompagnement de parents endeuillés qui s'appelle les Mamans Lumineuses et les Papas aussi, depuis mars 2024. Et c'est déjà pas mal, mais c'est important pour moi en tout cas, voilà. Alors, on va parler des expériences de mort imminente. Il y a déjà eu pas mal de vidéos sur cette chaîne concernant cette thématique, mais chacun a sa manière de la présenter, cette thématique. Alors, j'aimerais bien que toi, tu nous expliques pour toi ce que c'est une expérience de mort imminente. Alors, au sens plus large du terme, j'ai envie de dire que déjà, les expériences de mort imminente, la définition ou l'intitulé expérience de mort imminente, c'est obsolète depuis plus de 40 ans. À l'époque, beaucoup de gens, hein, qui en tout cas qui sont passionnés ou qui connaissent, passionnés du sujet, savent que c'est le docteur Raymond Mouzy qui a popularisé ces expériences dans un livre qui est sorti dans les années 70 qui s'appelle La vie après la vie et où il recueillait des témoignages de gens qui avaient frôlé la mort. Or, nous savons, depuis 40 ans même, que ces expériences, elles peuvent survenir dans un contexte qui ne soit pas la mort imminente. Ou, voilà, on peut vivre cette expérience dans n'importe quel contexte. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et, euh, et donc, après, on sait que ce sont des gens qui peuvent se sentir détachés de leur corps, qui peuvent ressentir un sentiment de paix, d'apaisement, de bien-être, qui peuvent flotter au-dessus de leur corps, se promener dans les couloirs de leur chambre ou d'un hôpital. Ils peuvent traverser, avoir des facultés comme ça de traverser les murs, de se rendre d'un point A à un point B assez rapidement, ou même la notion d'espace et de temps n'existe plus. Alors, dans d'autres cas, certains peuvent voir leur vie défiler, ressentir le bien et le mal qu'ils ont pu faire aux autres, être attiré par un tunnel avec au bout une lumière irradiante d'amour. Et dans certains cas, bien sûr, la rencontre avec des êtres de lumière, des proches décédés, qui leur disent que ce n'est pas leur heure et qu'il faut qu'ils repartent. Voilà. Ça, c'est un peu les expériences de mort imminente que je classerais plutôt dans les états modifiés de conscience, mais c'est très complexe et il n'existe pas aujourd'hui de consensus commun. Voilà, on va plutôt parler d'expériences, une période d'inconscience en tout cas, où il se passe beaucoup de choses. Toi, tu aimerais appeler ça comment? Parce qu'effectivement, il ne faut pas nécessairement avoir connu une mort clinique comme après un arrêt cardiaque. Il ne faut Mhm. même pas avoir nécessairement été menacé par la mort, c'est-à-dire cru qu'on allait mourir. Parfois, on peut vivre ce type d'expérience dans des moments tout à fait courants, comme par exemple faire l'amour. Alors, Méditation, boire un café, voilà, des choses assez bizarres, quoi, assez simples,
et on peut vivre une expérience de mort imminente. Alors, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. En fait, j'aime bien le terme générique d'état modifié de conscience. Puis après, bon, c'est sûr que l'échelle de Grayson avait, euh, avait établi des étapes profondes d'une EMI, hein, plus ou moins profondes, hein. Mais honnêtement, non, je pense que c'est beaucoup plus complexe et qu'on apprend toujours sur les EMI, même encore maintenant, quoi. Voilà. Oui, il y a des gens qui préfèrent d'ailleurs parler d'état élargi de conscience, hein, comme on peut le dire, par exemple, pour les personnes qui expérimentent des psychédéliques et qui ont aussi des rencontres avec des êtres de lumière, qui rencontrent parfois aussi des défunts. Il y a quand même des similitudes aussi. Donc, ce serait peut-être cet accès à la grande conscience que ces expériences nous permettraient Ouais, ouais, je sais pas, en tout cas, d'atteindre. il y a des points communs, mais est-ce qu'on met, on va faire la différence entre vivre une EMI en prenant des drogues et puis vivre une EMI lors d'un contexte de mort imminente ou vivre une EMI dans un état de relaxation? Bah, il faudrait comparer. Il y a encore beaucoup de choses à faire en tout cas. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire, Sonia. Ah oui, je suis pas chercheur, moi. Je peux, oui, je peux enquêter, je peux faire des documentaires, voilà, proposer des trucs comme ça, mais ça, il faut laisser ça aux chercheurs. Voilà. Oui, mais enfin, tu inities quand même beaucoup de choses et ça fait changer les consciences. Tu as parlé de Raymond Moody. D'ailleurs, il y a sur cette chaîne une conférence de Raymond Moody. Il a vraiment apporté quelque chose d'important et grâce à lui, finalement, on a découvert que les émis ne se cantonnaient pas, hein, à la mort clinique et les études maintenant continuent à se développer. Mais c'est grâce aussi à des personnes comme toi que ces sujets deviennent moins tabous. Merci, mais je pense que tout le monde a, dans le temps, a joué son rôle aussi, hein. Je pense qu'avant moi, il y a eu des associations, des chercheurs, hein, voilà, des journalistes comme Patrice Van Hersel. Et moi, c'est Patrice Van Hersel qui m'a donné le goût de l'enquête. La source noire, ça a eu un électrochoc. Voilà, donc chacun se passe le relais, en fait, et puis pour Livre donner à... culte, hein. Il y a aussi Ah ouais, la déjà source noire, ouais, la source noire, enfin, c'est un il y a sacré histoire. deux interviews de Patrice sur cette chaîne, sur Mhm. la source noire et plus tard, il y aura aussi sur la source blanche. C'est ça, voilà. En tout cas, la source noire, ouais, ça a été vraiment un livre important. Alors, comment une femme comme toi s'intéresse aux émis, ou pour paraphraser le titre de ton livre, comment ça s'est arrivé? Alors, c'est une très bonne question. Alors, on va dire qu'on ne tombe pas par hasard dans la marmite des EMI. Et si tu regardes bien tous les actrices et les acteurs de genre comme moi qui se sont intéressés aux EMI, il y a toujours un événement qui s'est passé ou des événements et on n'y vient jamais par hasard. Alors, dans mon cas, ça passe par plusieurs éléments, on va dire. D'abord, euh, d'abord, c'est des questions existentielles depuis l'âge de 5 ans. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? J'ai demandé à maman à l'âge de 5 ans, alors que j'avais une conviction personnelle, j'ai demandé à maman, c'est quoi mourir? Et elle m'a répondu, c'est quand on arrête de respirer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du haut de de mes 5 ans? J'ai bouché mon nez et puis je me suis imaginé très durement ce que ça pouvait être et je me suis déclenché une phobie en imaginant tous ces pauvres gens enfermés dans leur cercueil et comme ça pouvait être horrible de manquer d'oxygène, par exemple. Après, à l'âge de 11 ans, au décès de mon grand-père, ben, on m'a offert, non, on m'a parlé du livre de Moody. Une tante m'a recommandé d'aller me procurer le livre de Moody C'est dans une étonnant à cet âge-là quand même, hein. Oui, oui, mais c'est pas, c'est étonnant, mais c'est pas, c'est très courant. C'est étonnant, mais pas, voilà, je suis pas isolée. J'ai su par la suite qu'il y a beaucoup de gens comme moi, au même âge, ou même dans les mêmes, oui, dans les mêmes âges, euh, ils se sont intéressés, se sont posés les mêmes questions que moi, quoi. Et qu'ils ont lu Moody très jeune. Donc voilà, je suis pas un cas à part. Et donc, ben, j'ai lu les témoignages et ça m'avait fait beaucoup de bien, par exemple. Voilà. Ensuite, à Ça t'a 14 aidé par ans, rapport à ta phobie de mourir? alors la phobie de mourir, c'est surtout que ça m'avait apaisé par rapport au décès de mon grand-père. Mhm. Ça avait apaisé quelque chose, en tout cas, oui.
Mais c'est surtout le truc le plus proche, c'était le décès de mon grand-père. Et donc, ça m'avait. Même j'étais un peu cancre et je sens que ça m'avait un peu calmé aussi. Donc, voilà, il y a eu un effet, quelque chose de thérapeutique. C'est comme ça que je le nomme. Et puis après, à 14 ans, j'ai vécu ce qu'on Mais appelle. je t'interromps. Je voulais juste souligner ça parce que je pense que les récits d'Amy sont quelque chose qui sont extrêmement apaisants par rapport à notre propre mort, par rapport à la mort des personnes qui nous sont proches. Hein, comme tu dis, ça peut avoir des effets thérapeutiques. On voit aussi que sur les personnes en fin de vie, en soins palliatifs, hein, quand on passe par exemple le film Faux départ, eh bien ça a un effet apaisant par rapport à leur fin de vie. Donc c'est vraiment très important de faire connaître ça. Ah Et oui, donc, oui, à absolument, oui, 14 bien ans, sûr. À 14 ans, spontanément, dans ma chambre d'ado, je me suis retrouvée au plafond, flottée, hein, voilà, dans un coin de ma chambre d'ado. Et puis, j'ai été attirée par ma chaîne IFI qui était en veille. Et donc, plus je m'approchais de cette chaîne IFI, plus je me sentais être comme une boule d'énergie qui créait des interférences avec cette chaîne. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Comment ça se traduisait? Ça se traduisait par des bribes de chansons, des bribes de paroles des animateurs. C'est comme un bouton qu'on tourne pour chercher une station à l'époque, pour rappeler les anciennes chaînes IFI. Et en fait, voilà, j'entendais défiler les stations les unes après les autres, les musiques, et je me suis arrêtée sur une chanson de Goldman qui s'appelle Pas toi. Pourquoi pas toi? C'est pas anodin, en fait, parce que c'était la chanson de mon premier amour. Donc je l'ai écoutée, je me souviens très bien. L'avoir écoutée du début jusqu'à la fin et avoir continué ma route, enfin, en flottant. Voilà. Et la réflexion, je me souviens d'être fait cette réflexion, tiens, nous sommes électromagnétiques. Je ne sais pas pourquoi. Je savais même peut-être même pas ce que ça voulait dire à 14 ans, être électromagnétique. Et puis ça s'est arrêté. Et puis le lendemain, j'en ai parlé à ma meilleure amie euh, du collège qui s'est payé ma tête. Et là, j'ai compris qu'il fallait pas plus que j'en parle. Voilà. Mais tout s'est réellement déclenché quand j'ai eu 17 ans, euh, même un peu plus. 17 ans, c'est l'âge où j'ai commencé un peu ma dépression. Donc j'ai souffert pendant quelques années d'une sévère dépression. Et en 1999, je tombe sur un film documentaire, et pas n'importe lequel, c'était l'adaptation du livre du docteur Moody que j'ai vu, et j'ai été frappée par la sincérité des témoignages, et j'ai été touchée. Et c'est ces témoignages de Amy qui m'ont, un, arraché de cette dépression, et de deux, qui m'ont dissuadé de me suicider. Parce que je voulais me suicider, je voulais mettre fin à mes jours. Et troisièmement, ça c'est important, c'est ces témoignages, ce film qui a suscité ma vocation de devenir réalisatrice parce que moi aussi, je voulais faire un film avec l'idée d'aller plus loin au niveau scientifique. Ça c'était important. Parce qu'à l'époque, en 99, Pim Van Loven n'avait pas sorti son étude dans The Lancet. Il n'y avait rien au niveau, enfin rien, en tout cas pas à notre connaissance. Il y avait très peu d'informations sur les études réalisées en France et dans le monde. Et donc je suis partie comme ça la fleur au fusil, on va dire, mais en tout cas animée d'un sens, d'un nouveau sens à donner à ma vie, comme si je rendais un peu ce qui m'avait été donné, quoi. Voilà. Donc je suis partie à la rencontre de témoins, comme Nicole Dron, comme des spécialistes, mené mon enquête qui a duré plusieurs années et qui a donné naissance à Faux départ. Et puis au colloque, mes colloques à Martigues. alors extraordinaire, hein, ce titre Faux départ. Je ne sais pas comment tu l'as trouvé, mais extraordinaire. Faux départ, je vais te raconter comment je l'ai trouvé, mais après, alors oui, il est extraordinaire et pas extraordinaire. Alors pourquoi? Extraordinaire, je l'ai trouvé un soir d'août 2008, pendant que je regardais de nuit les JO de Pékin. Je suis une férue de sport, j'adore l'athlétisme, j'adore les JO olympiques, et donc pour rien au monde, je n'aurais loupé ça. Et donc, pendant la série d'athlétisme, je cherchais un titre pour mon film, et je m'aperçois qu'il y a un premier faux départ, et un deuxième. Et là, je sursaute et je saute comme une puce quoi, dans mon séjour. J'ai dit, ça y est, j'ai trouvé mon film. Le titre de mon film, Faux départ, faux départ, faux départ. En fait, c'est un titre qui était juste dans le sens où les gens revenaient, tu vois. Les gens revenaient parce qu'ils ne sont pas morts, ils sont revenus. Voilà. Et en même temps, quand j'ai dit à plusieurs personnes, alors ça a été salué par les journalistes qui ont trouvé que le titre était juste,
Mais après, pour des gens un peu connectés, ils m'ont dit, ah, Tony, attention, tu sais, au départ, c'est à double tranchant. Et c'est à double sens surtout. Ça veut dire que tu risques, ça risque d'être prémonitoire, en gros, et que tu inscris là dans la matière de ton film un succès peut-être en deux étapes, ou alors ça veut dire qu'un nouveau film euh, pourrait connaître le succès, mais en tout cas, lui, tu vas avoir des soucis avec ce film, quoi. Comme ils me l'ont dit, comme ça s'est passé. Parce que lors du lancement, l'avant-première de mon film, je me souviens en 2010, c'était à Paris, à Balzac, c'était le 19 octobre, il y a eu une grève nationale comme il n'y en a jamais en France. C'est-à-dire qu'on n'a plus de métro, plus de taxi. C'était grève nationale comme il y en a toutes les 25 ans, tu vois. Et donc, ben, il y a eu très peu de journalistes ce jour-là qui ont assisté à l'avant-première de Faux Départ. Et puis, chaque fois que j'allais dans un pays, il y a eu un lancement avorté. Je devais le présenter en Tunisie, il y a eu la révolution du jasmin, par exemple. La révolution arabe, j'ai pas pu le présenter en Tunisie. J'allais à Montréal, on m'annulait des émissions de télé à chaque fois, plusieurs fois. Enfin, ça a été horrible, horrible, horrible. Et donc, j'ai pas pu le diffuser en télé. Et je me suis donc, on va dire, j'ai été obligé de présenter en DVD, quoi, de le faire en DVD. Ça a connu un beau succès en DVD, heureusement, il y avait que ça. Et puis, malgré tout, voilà, il a eu de l'impact. Il a eu de l'impact. Il a fait son petit bonhomme de chemin. Ça n'a pas été très facile, effectivement. Euh, mais bon, voilà. Les gens qui ont vu Faux Départ se souviennent de Faux Départ, en tout cas. C'est vrai qu'en 2010, je ne sais pas si les télés étaient déjà tout à fait ouvertes à ce genre de thématique, hein. Ça s'ouvre petit à petit, mais c'est pas encore très facile, hein. Oh, j'ai envie de te dire, ça dépend pour qui, hein. Donc, je, je- Patrice Van Der Sel le dit très bien, hein. Il dit une ouverture, c'est dans une population, c'est comme un poumon, ça s'ouvre et ça se referme. Patrice Van Hersel, quand il a, en 88, quand il a sorti La Source Noire, tu as Le Monde qui disait, allez voir, précipitez-vous pour aller voir ce livre, acheter ce livre, tu vois. Et puis pour d'autres, ben, il faut surtout pas en parler. C'est une thématique qui est un peu considérée comme New Age, ésotérique, paranormal, alors qu'il n'y a pas plus objectif que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Tu vois, ça, c'est ma démarche de vouloir donner la parole à des sceptiques, à des scientifiques de toute sensibilité, j'ai envie de dire. Parce que ça, c'est dans mon ADN, tu vois. Et puis, C'est d'ailleurs ben, la force de témoin, hein, de ton dernier oui, 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 docu-fiction absolument. qui donne la parole, y compris Oui. aux sceptiques, qui donne la parole à tout le monde, hein. À des sceptiques qui connaissent, j'ai envie de rajouter des sceptiques qui maîtrisent le sujet des EMI. Il ne suffit pas d'être sceptique pour être sceptique et mettre un sceptique pour dire j'ai mis un sceptique dans mon film. Non, j'ai choisi des sceptiques qui maîtrisaient et qui ont bossé pendant des années, des décennies sur le sujet, tu vois. Euh, Christopher French ou Suzanne Blackmore, c'est des gens qui sont très connus dans le milieu au niveau international pour être des experts sur les expériences inhabituelles. Donc, la force, elle est là, c'est que j'ai donné la parole à des gens qui maîtrisent le sujet. Et qu'importe ce qu'ils pensent, par contre. Mais en tout cas, ils connaissent le sujet. Ils savent ce que c'est qu'une EMI négative, ils savent ce que c'est qu'une EMI partagée. Et voilà. Oui, parce que souvent on entend dire les gens, j'y crois ou je n'y crois pas, alors que on C'est un doit peu dépasser le fait, même ceux ouais. qui ne sont pas sceptiques, mais quand on Mhm. dit je crois, finalement on reste dans l'ordre de la Donc, la croyance, on doit croyance, aller c'est ça. au-delà, hein. C'est ça, Parce que absolument. tu peux peut-être rappeler quelques chiffres par rapport aux expériences de mort imminente. Combien de personnes font des émis? Combien de personnes dans une population a fait un émis? Alors, on dit, alors ça, c'est encore des chiffres, il n'y a pas tous les 4 matins des sondages et puis des études prospectives sur le nombre de gens qui vivent des EMI, mais à l'époque, c'était 4% de la population générale, quoi, tu vois. Donc, nous, les derniers chiffres montraient qu'il y avait à peu près presque 3 millions de personnes en France qui auraient vécu une EMI. Voilà. Donc, plusieurs millions à travers le monde, c'est pas rien. C'est pour ça que le sous-titre du film Témoin, c'est ce serait des millions à l'avoir vécu, quoi. Voilà. Oui, Donc, parce que parfois on dit ce sont des cas isolés ou des illuminés, mais ça veut dire qu'alors il y aurait beaucoup de cas isolés ou beaucoup d'illuminés. c'est ça, absolument, ouais.
Mais tu as normal. parlé des émis négatifs et des émis partagés. D'ailleurs, on en parle aussi dans tes documentaires. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est une émi négative et ce que c'est une émi partagée? Alors, une UMI négative, ben, c'est, on va dire, à l'opposé de ce que les gens ressentent habituellement et ce qu'on a l'habitude d'entendre ou ce que les médias ont popularisé depuis le départ. C'est-à-dire, vous avez d'un côté des gens qui vivent l'amour inconditionnel, la lumière, la paix, puis il y en a d'autres, ben, c'est un peu les flammes de l'enfer, le sentiment d'abandon, le silence. Et, euh, et c'est ça, quoi. C'est vraiment... ça ressemble, c'est vrai, au cliché de l'enfer, mais il faut surtout pas avoir des préjugés ou se faire ou tirer des conclusions. Les gens qui vivent des EMI négatifs ne sont pas des mauvaises personnes. Surtout pas penser ça. Je, je suis toujours convaincue, même encore en 2024, euh, de penser que les gens qui vivent, que ce soit une EMI positive ou négative, vivent et pensent qu'ils ont besoin de vivre pour grandir ou évoluer. Et évoluer. Voilà. Et qu'il n'y a aucune étude qui montre c'est les mœurs d'une personne ou la personne, les qualités d'une personne qui influent en fait son expérience. Et parfois, on entend dire aussi que c'est les personnes qui ont peur de mourir ou qui ont peur de Je la comprends. mort qui vivent ce genre de choses. Est-ce que Dans le pour film les aussi, personnes... Oui? oui, 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 certainement qu'il y a. Mais voilà, le truc, c'est que dans les EMI, bien sûr qu'il y a des cas, c'est certainement le cas, mais on ne peut pas faire de généralité dans les EMI. Ça, c'est ce que j'ai appris. C'est qu'à chaque fois qu'on pense maîtriser un aspect des EMI, il y a toujours l'exception qui confirme la règle et qui nous disent bah, il va falloir être humble parce qu'on ne connaît rien des EMI. Il y a toujours quelque chose qui vient nous foutre tout en l'air. Ça s'est passé avec Kenneth Ring quand il pensait que les EMI survenaient à l'approche de la mort. Et il avait découvert qu'une dame lui avait écrit en disant ben non, moi j'ai vécu ça dans la méditation. Voilà. Ben, les EMI négatifs, c'est pareil. Et puis tous les autres contextes, je pense que c'est pareil. Ensuite, euh, ensuite, les EMI partagés. J'avais évoqué le cas du docteur Postel dans Faux départ. Le docteur Postel qui, accompagné de sa femme à l'époque, de son fils infirmier, sa femme qui était médecin, tous les trois avaient accompagné le papa, donc le papa de docteur Postel, hein, et qui donnait son dernier souffle, quoi. Qui poussait son dernier souffle, et tous les trois l'ont vu partir. Partir, se détacher du corps, partir vers la lumière, vers un tunnel. Et ils ont même vu tous les trois une silhouette accueillir l'esprit du père du docteur Postel. Donc, c'est ça qui est incroyable, c'est que là, nous avons trois personnes qui sont en bonne santé et qui ont vu euh, la même chose. Donc, tous ceux qui disent que c'est un rétrécissement de je sais pas quoi qui provoque la lumière, c'est les médicaments qui provoquent ce sentiment de tunnel ou je sais pas quoi, ou de lumière, euh, ou ce sentiment de bien-être, parce qu'ils ont même ressenti euh, ce sentiment, quoi. Donc là, on peut dire que là, les hypothèses s'effondrent avec les EMI partagés. Là, c'est vraiment une problématique, par exemple. Mais selon moi, honnêtement, la vraie problématique des EMI est celle qui met à mal toutes les hypothèses qu'on a pu entendre depuis des décennies, c'est de comprendre pourquoi ces gens ont pu mémoriser des scènes de leur réanimation, mais dans d'autres pièces de là où elles se trouvaient physiquement. Pour moi, c'est cette question que la science, la communauté scientifique devra répondre. Voilà. Une question, c'est celle-là. Ils pourront expliquer tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent, mais celle qui pose vraiment question, c'est celle-là. Et quand on a une théorie, lorsqu'on a une hypothèse, eh ben, cette hypothèse, elle doit répondre à l'ensemble du phénomène EMI. Et là, une hypothèse qui répond vraiment à l'ensemble, là, ça devient intéressant. Mais pour le moment, il n'y en a aucune qui répond à... Aucune hypothèse n'a été validée dans ce sens. Et même dans l'autre clan. L'autre clan, c'est ceux qui prônent que la conscience est non locale, parce que c'est la seule hypothèse, en gros, qui puisse rendre compte de l'ensemble du phénomène. Sauf que même cette hypothèse-là, elle n'a pas été encore validée par des protocoles encore aujourd'hui. Oui, donc on va rappeler, il y a qu'on appelle les matérialistes qui pensent que la conscience dépend du cerveau, et puis il y a ceux qui sont non matérialistes et qui défendent l'idée que
elle ne serait pas locale, c'est-à-dire pas localisée au niveau du cerveau, cette conscience, mais qu'elle serait donc non locale. Ça expliquerait les expériences de mort imminente, mais ça expliquerait aussi les sorties de corps comme tu l'as fait à 14 ans, mais je sais aussi que tu as réitéré après et que tu as fait quand même pas mal de sorties de corps. Ça expliquerait la médiumnité, ça expliquerait le contact, les vécus subjectifs de contact avec les défunts, ça expliquerait beaucoup d'autres phénomènes, même si effectivement c'est pas validé. Dans ton bouquin, d'ailleurs, tu parles aussi de toutes ces hypothèses et de comment on pourrait les expliquer. Tu as été rencontrer des astrophysiciens, des physiciens quantiques. Enfin, tu as aussi été vers des personnes qui essayent d'expliquer au niveau de la science comment cette conscience pourrait être non locale. Oui, alors, il y a deux formes, deux sortes de physiciens quantiques que j'ai interrogés. Et les physiciens quantiques que j'ai interrogés, c'était surtout pour me donner les propriétés de la physique quantique et non pas pour donner une explication. C'est-à-dire que moi, en tant qu'auteur, et ça je tiens vraiment à le préciser, c'est que j'ai vu des parallèles. Des parallèles, mais les physiciens quantiques, quand, ils n'aiment pas trop que tu fasses des parallèles, surtout quand tu n'as pas la légitimité pour en parler, tu vois. Et c'est mon cas. Donc je me souviens quand j'ai sorti Faux Départ, je me suis fait démonter comme un Playmobil, parce que, le magazine La Recherche d'ailleurs, parce que j'avais fait ce parallèle. Juste un parallèle, une comparaison, juste ça, à pas dire c'est une explication. Juste dire, tiens, c'est bizarre, les gens qui parlent, qui ont traversé des murs, qui sont retrouvés à plusieurs endroits à la fois, ah, c'est bizarre, ça fait rappeler les propriétés du photon ou du proton vecteur de, voilà, des lois quantiques. Eh ben non, ça marche pas comme ça, parce qu'on peut pas comparer l'être humain et, euh, et une loi de physique quantique. Voilà. Mais bon. Ouais. Des gens comme Philippe Guimand, qui sont eux physiciens quantiques, donnent quand même, en tout cas, tentent d'expliquer, émettent des hypothèses. Alors effectivement, euh, tout le monde n'est pas d'accord dans le monde de la physique avec les hypothèses de Philippe Guimand, mais donc il y a aussi des physiciens qui ont autorité, qui défendent quand même cette idée que cette conscience pourrait être non locale et pourrait s'expliquer par la science. Je, je pense honnêtement qu'il faut commencer par le début. C'est-à-dire que d'abord, c'est c'est pour ça que enfin, je trouve ça intéressant les expériences de mort imminente parce qu'il y a deux étapes. La première étape, c'est les gens voient dans leur environnement. Ils voient leur chambre de réa, d'opération, les couloirs de l'hôpital, l'hôpital chez eux. Enfin, ils arrivent à décrire des choses de notre environnement. Voilà. Et ils peuvent entendre, voir, percevoir plutôt, et donner des descriptions. Et puis après, il y a la partie, ce qu'on appelle transcendantale, où là, ils sont attirés par une lumière, euh, vraiment très spéciale, hein, une lumière qui est vivante, une lumière qui émane beaucoup d'amour, où ils rencontrent d'autres êtres. Voilà. Et on a l'impression qu'ils sont dans une autre dimension et qu'ils rencontrent des proches défunts. Voilà, des proches défunts. Et qui rencontrent qu'ils ont des facultés qu'ils n'ont pas sur Terre, voilà, il se passe des choses, on va dire. Ils ont accès à des informations, au tout. Voilà. Et c'est le monde visible, c'est le monde invisible. Voilà. Et donc, pour attirer l'attention de la communauté scientifique, il faut déjà essayer de montrer que la première partie du récit est une réalité ou pas. Mais de toute manière, même si ce n'est pas une réalité, elle va se rapprocher de la réalité, ça va être quand même intéressant. Mais dans tous les cas, ce qui est peut-être mesurable, c'est les perceptions qu'ont eues ces gens, même dans d'autres pièces. Et je me suis interrogée sur la valeur d'un témoignage corroboré, les fameux témoignages corroborés dont Patrice Van Herselt se moque de moi le plus souvent. Euh, mais en fait, voilà, quelle est la valeur d'un témoignage corroboré, surtout si, il est fait par des soignants, par exemple. Voilà. Et si c'est mesurable et qu'on arrive à montrer bah, que ces perceptions sont réelles, bah, là, on va dire bah, peut-être que la deuxième partie, il se passe des choses. On pourra peut-être l'admettre ou se poser des questions ou réfléchir à un autre paradigme, ou j'en sais rien. Voilà, on fait vite des raccourcis, hein, ça se passe pas comme ça, mais en tout cas, ça pourrait être mieux perçu et peut-être plus respecté aussi. Voilà, que d'aller trop vite.
Alors, tu as à nous raconter un de ces témoignages corroborés? Ah, bah, le plus, on va dire, celui qui est assez impressionnant, c'est celui de Jacques, par exemple. Parce que le cas de Jacques, il- le cas de Jacques Baranowski est le cas qui m'a fait revenir, entre guillemets, dans les UMI, parce que j'avais décidé de ne plus parler des UMI à une certaine époque. Et j'avais été un peu saturée et puis même découragée à une certaine époque. Et oui, on peut se décourager. Euh, Parce que dans toute la littérature, dans tous les films qu'on a pu voir, etc., ça manquait justement de preuves, de témoins. Il manquait des... Non pas que je doute de ces témoignages, c'est ces témoignages qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui, hein. Et j'ai toujours eu beaucoup de respect pour eux. Mais pour qu'on puisse avancer, il fallait encore plus de preuves. Et ça passait par les témoins. Des témoins, des témoins. Voilà. Donc, je recherchais un témoignage très fort d'une personne qui avait eu des perceptions en dehors de la salle où elle se trouvait et qui puisse confirmer ça. Et pendant des années et des années, j'ai cherché ça. Et le jour où je suis revenue, c'est parce que j'ai retrouvé, et on m'a mis, enfin plutôt, c'est même Danielle, l'infirmière, qui a retrouvé Jacques, qui l'a retrouvé sur les réseaux sociaux et qui a confirmé. Et là, ça, tout de suite, ça a été une bouffée d'oxygène. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le témoignage de Jacques s'était confié à moi en 2012. Donc, c'était pas récent. 2012, j'ai même pas voulu le faire intervenir au colloque de Marseille parce que je voulais absolument que le témoignage soit documenté. Donc, je l'ai gardé au chaud et j'ai dit, toi, je te garde pour un film. Et donc, je l'ai pas fait intervenir à Marseille. Du temps de retrouver des éléments. Des éléments, de faire des appels à témoins, de retrouver l'infirmière, de retrouver un dossier médical, etc. Et ça n'est passé du temps, hein. Il s'est passé 7 ans, même moins, non, un peu moins. Il s'est passé peut-être 5 ans avant que l'infirmière se manifeste. Mais il a fallu qu'on passe par RTL, faire une émission avec Jacques Baranowski, etc. Mais je voulais pas en parler, je voulais pas en parler tant que j'avais pas d'éléments concrets, quoi. Voilà. Et c'est quoi Euh, ce témoignage? Ah oui, alors le témoignage de Jacques, c'est qu'il a été en 1981, il a été victime d'un accident de la route avec sa petite amie et sa meilleure amie. Et il est arrivé dans un état grave à l'hôpital de Paris-le-Monial. Sa petite amie et sa meilleure amie sont décédées. Et lui, bah, il fait un arrêt cardiaque quand on lui annonce que sa petite amie est décédée. Et il sort de son corps et donc il voit une scène de réanimation. Il est attiré par la salle de soins parce que sa mère biologique a appelé l'infirmière pour avoir de ses nouvelles. Et lui, ça le mettait en colère parce que c'était un enfant qui a été abandonné. Et donc, il en voulait à l'infirmière d'avoir répondu et il lui disait, il faut pas qu'elle réponde, je veux pas qu'elle réponde parce que ma mère biologique n'a plus rien à savoir de moi, quoi, voilà. Donc, ensuite, il se dirige vers une autre pièce où se trouve le chirurgien. Et ce chirurgien, il a une particularité, il a du scotch sur une des branches de ses lunettes. Et donc, une fois il est réanimé, ben, ça, je l'ai su après, mais en fait, il y avait une aide-soignante qui était à son chevet. Et une aide-soignante, il se réveille en colère et il dit, il y a une infirmière, ma mère, l'infirmière, elle est au téléphone avec ma mère, allez la voir et dites-lui qu'elle raccroche, je veux pas qu'elle lui parle. Voilà. Et il faut juste imaginer la scène. La l'aide-soignante qui va dans la salle de soins et l'infirmière est toujours au téléphone avec sa mère. Et il dit, Daniel, le patient est réveillé, il sait que tu es avec sa mère au téléphone, il ne veut pas que tu lui parles. Ça, c'est déjà fort. Donc elle raccroche, elle va voir Jacques, et puis Jacques qui remet une deuxième couche, qui dit, allez voir le chirurgien, là, celui qui a rédigé mon acte de décès, celui qui a du scotch sur les lunettes, dites que je vais bien et qu'ils peuvent revenir me voir. Donc voilà, ça c'est fort. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Danielle, l'infirmière, c'est pas une personne qui croit toutes ces choses-là. Et que par honnêteté intellectuelle, elle a accepté de témoigner pour dire, OK, je n'ai pas d'explication, ça l'a hantée et ça l'a traumatisée pendant 40 ans, mais elle a accepté de témoigner pour dire, oui, ce qu'il a perçu est juste.
Et je préfère que ce soit elle qui se rappelle de la présence de l'aide-soignante que l'inverse, tu vois? Parce tout que à fait. c'est quelqu'un qui est complètement étranger, voilà, une personne étrangère au contexte, à l'histoire, et qui avait aucune raison de mentir, etc. Oui, c'est vrai que dans ce docu-fiction, il y a pas mal de témoignages qui sont bouleversants et qui font bouger les lignes. Déjà, dans Faux départ, il y avait aussi cette femme aveugle. Ça, c'est aussi étonnant, hein. Quand tu parles de voir, puis tu te reprends et tu dis percevoir, c'est Oui. quand même étonnant ce cas de cette dame. Si tu peux en parler, en dire quelques mots. Alors, dans Faux départ, il y avait le cas d'Irène. Mais, alors oui, le cas d'Irène, il est très particulier parce que Irène a perdu la vue lors d'un accident de la voiture qui l'a conduit à l'hôpital de Périgueux en 1972. Voilà. Elle avait la vue, puis elle perd d'un accident, lors de cet accident de voiture. Et deux internes la prennent pour passer une radio. Et en la manipulant du brancard à la table de radio, ben, sans faire esprit, ils la font tomber par terre. Et pensant qu'elle était décédée, ils en profitent pour lui dérober ses bijoux. Et elle, elle fait une sortie du corps, puis elle observe la scène. Et puis, voilà, elle observe la scène, elle voit tout, elle comprend tout, elle entend tout. Et dès qu'elle est raccompagnée dans sa chambre, comme si de rien n'était, quelques jours plus tard, elle se réveille et puis elle demande à parler au directeur, au chef de service, je sais plus. Et puis elle raconte tout ce qui s'est passé. Et apparemment, elle donne tellement des détails très précis que le directeur retrouve les deux internes et les bijoux. Voilà. Donc à l'époque déjà, on avait demandé avec le docteur Postel, qui habitait pas loin de Irène, de se rapprocher de l'ophtalmo. On voulait, il y avait toujours ce souci déjà dans Faux départ d'avoir des éléments tangibles. Voilà. Donc, l'ophtalmo nous avait précisé, surtout au docteur Postel, que dans l'état actuel, enfin, son état de santé, les iris, elle ne pouvait pas voir. Ça, c'est clair qu'elle ne pouvait pas voir et que c'était vraiment assez incroyable. Maintenant, d'autres sceptiques, d'autres scientifiques diront, mais elle a vu, elle a entendu, et donc elle a pu produire une image mentale. Voilà. Mais il y a d'autres cas, par exemple, que je raconte plus le détail que je raconte dans mon livre. En fait, pendant cette époque où elle était à l'hôpital, à un moment, elle rencontre un petit enfant de couleur, un black en fait, qui a les cheveux blonds et des yeux bleus. C'est assez atypique. Et donc là, on peut pas dire qu'elle a entendu, ou même un accent, parce qu'elle décrit que l'enfant, et elle la raconte même à l'infirmière, elle dit, oh, il est atypique, ce petit garçon, il a les yeux blonds et les yeux bleus. Et donc, ça avait foutu, mais vraiment, ça avait effrayé l'infirmière d'après Irène, quoi. Donc, voilà, on n'a pas d'explication, mais moi, j'aurais voulu à l'époque avoir évidemment le témoignage de l'infirmière pour corroborer, pour confirmer les propos. Mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'avec avec le deuxième film, ben, là, on a plutôt recueilli le témoignage donc d'une infirmière qui a recueilli le témoignage d'un aveugle de naissance. Voilà. On va pas tout dévoiler du film, mais on va Non, juste donner envie, hein, bien d'aller sûr, le voir, hein. c'est ça, ouais. Alors, tu as parlé de cette première phase des émis où finalement la personne sort de son corps, elle est dans la pièce. Alors, on a quand même eu des expériences, des recherches qui montrent que quand on demande de décrire aux personnes une réanimation, celles qui ont eu une expérience de mort imminente la décrivent avec beaucoup plus de justesse que les personnes qui ont effectivement eu un arrêt cardiaque, qui ont été euh, sous anesthésie par exemple, et qui n'ont voilà, qui n'ont pas eu d'expérience de mort imminente. Mais il y a aussi cette histoire avec les cibles. Pourquoi ces cibles n'ont-elles pas fonctionné, hein? Donc, il y a eu ce projet où on a mis des cibles dans les salles de réanimation en se disant, ben, si quelqu'un sort de son corps, il va voir les cibles et il va pouvoir rapporter ce qu'il a vu. Oui, parce que c'est le docteur Samparnia qui est à l'origine de ce protocole. Mais je me souviens déjà en 2008, il avait mis en place 98, 2008, ouais. 2002 peut-être. En tout cas, ça date de plus de 20 ans. Et l'idée de dire, bah,
chaque fois, ils vous racontent, les gens racontent qu'ils se sont retrouvés flottés au-dessus de la chambre enfin, la salle d'opération, de réanimation, qu'ils ont vu le personnel médical s'affairer, qu'ils ont pu voir les choses en transparente, vue d'en haut, etc. Et donc, ça devait être intéressant. Et donc, bah, statistiquement, oui, s'ils sont capables de voir en hauteur, eh bien, on va placer des cibles en haut des armoires de bloc opératoire pour voir si effectivement ils peuvent percevoir ces images. Alors, ces images, elles étaient de différentes natures, j'ai envie de dire. Il y avait des images des illusions d'optique, des formes géométriques, de couleurs différentes. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais on pense pour une seule raison, tout simplement, c'est parce qu'elle n'attire pas, il n'y a pas de charge affective. Et lorsqu'on entend, et je suis certaine que toi aussi, Evelyne, tu as entendu des tas de témoignages de Amy, et la plupart du temps, les gens, ben, ils disent qu'ils ont vu leurs proches, la plupart du temps, pleurer. Ils ont plutôt été attirés par ça. Et donc, il y a pas, il y a un désintérêt total, à mon avis, pour ce genre de cible. C'est pour ça que on pense que c'était un échec, parce qu'ils n'ont pas pris suffisamment en compte l'affect Oui. des gens. Je voulais t'entendre dire ça parce qu'effectivement, c'est un argument que les personnes, les sceptiques utilisent en disant, mais ces cibles n'ont rien donné. On voit aussi ça avec Nicolas Fraisse, dont tu as peut-être entendu parler, hein, qui est donc qui sortait de son corps. Et là aussi, par rapport aux cibles, il était capable de les voir, mais en fait, ça l'intéressait pas tellement. Il préférait aller se balader dans la rue et raconter qu'il y a une dame qui était avec une poussette, un bébé, etc. Donc c'est vrai qu'on sent bien que la charge affective dans les sorties de corps, qu'elles soient Oui, dans une émie ou pas, eh bien, on va être attiré par des choses qui ont une charge affective, qui ont un intérêt, et que une cible avec des losanges, c'est pas nécessairement très intéressant. non, 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 absolument. Mais avant Nicolas Frey, justement, j'étais la première cobaye en Suisse. Et on s'était déjà rendu compte qu'il y avait un problème d'affect. Rappelle-toi, quand j'ai raconté ma première expérience d'OBE, j'ai été attiré par la chanson de Goldman, qui était la chanson de mon premier amour, d'où la charge émotionnelle. Les autres défilaient, boum, les unes après les autres, et je me suis arrêté, je l'ai écouté en entier, la chanson. Donc, on s'est rappelé de ça, et du coup, pareil comme Nicolas, quand on me mettait à projeter des images, des formes géométriques, je partais dans le centre-ville de Genève. Et quand on m'a demandé de choisir des photos avec une charge émotionnelle, et qu'on allait prendre au hasard un certain nombre, ben là, ça a mieux fonctionné. Donc, ça confirme que l'affect joue un rôle. Même si au départ, il y a des tas de gens qui sont attirés par le côté un peu surprenant, inattendu. Un détail inattendu, ça peut attirer aussi l'attention. Mais voilà, donc ça confirme que, il faut vraiment revoir les protocoles avec cet aspect-là. Alors parlons maintenant un peu de témoins. Qu'as-tu voulu faire avec ce docu-fiction, qui est absolument passionnant? C'est vraiment comme une enquête qu'on suit. On est tenu en haleine jusqu'au bout, hein. Il y a une histoire de protocole, on va pas en dire plus, mais où on a envie d'en savoir plus déjà pendant le film. Toi, ton souhait avec ce docu-fiction, c'était de faire quoi? Alors, en fait, il n'y a pas un souhait, mais je crois qu'il y en a plusieurs. Eh bien, vas-y. Ah. Euh, le, je voulais déjà, comme je te le disais en début d'interview, je me suis interrogée sur la valeur d'un témoignage. Quelle est la valeur d'un témoignage? Témoignage, point, témoignage corroboré. Je voulais cibler aussi un autre public. C'était pas de cibler un public qui connaît déjà en fait la thématique, bien que je le rapporte beaucoup avec témoins quand même. Et ça, j'en suis très heureuse parce que les gens apprennent des choses et je ne sors pas un film pour faire du réchauffé, ça je tiens vraiment à le préciser. Mais je voulais vraiment interpeller aussi tous ceux qui posent des questions, qui doutent, qui sont sceptiques. Et, euh, et je voulais pas faire comme... enfin, voilà, je voulais être fidèle quand même avec ma démarche, qui est la même depuis le début, c'est-à-dire être objective. Voilà. Lancer le défi d'être objective, de donner la parole à tout le monde. Et d'ailleurs, je pense que j'ai donné encore plus la parole à des sceptiques qu'à des convaincus par rapport à Faux Départ. Si on compare à Faux Départ, je suis allée à la rencontre de gens qui ne partageaient
pas vraiment la même vision qu'on a l'habitude dans le milieu des EMI. Je suis allée les titiller. Voilà, je suis allée les titiller. Je suis allée leur présenter des témoignages que nous, on est émerveillés, nous, on est bouleversés. Je parle des EMI d'aveugles de naissance. Et je suis allée voir les plus sceptiques. Et leur dit, voilà, que pensez-vous? Bon, ils vont me donner des arguments. Oh, il a pu entendre, comme je te disais tout à l'heure, pour Irène Badini. Ok, d'accord. Alors, je vais vous montrer, je vais vous amener maintenant un témoignage de sourd-muet. Et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'ils vont m'apporter des arguments, eh ben, je vais leur proposer des profils, des témoignages de plus en plus importants. Voilà, intrigants. Et c'est ce qui se passe, parce qu'à la fin, on voit que ça manque d'arguments. Mais grâce à eux, et ce que je veux montrer, c'est qu'on peut travailler sceptique et non sceptique ensemble pour co-construire un dispositif scientifique, un protocole, euh, qui à la fin, il valide, hein. Il valide, et ça, c'est important, parce que chaque fois, on amène des cas assez extraordinaires, et puis ils trouvent toujours un argument. Alors, à la fin, on leur demande, mais c'est quoi pour vous la preuve idéale? C'est quoi vos arguments pour dire, ah là, on n'en peut rien dire. Si vraiment, là, vous trouvez ce cas où là, ce protocole est mis en place, c'est que ça fonctionne, ben là, ok, là, c'est ça. Témoin, c'est ça. Alors moi, je l'ai vu avec mon mari et c'est vrai qu'il n'est pas du tout versé dans ce genre de choses, mais il m'a quand même dit à plusieurs reprises, c'est quand même interpellant, c'est quand même Ah, interpellant. Donc, hmm. effectivement, je pense que si dans un couple, si l'une des personnes est convaincue déjà par la thématique et qu'elle a envie de partager avec son conjoint ou sa conjointe ce type de discussion, c'est un bon moyen, c'est d'aller voir ce film parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a des scientifiques sceptiques. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que on sent bien que parfois ils sont à bout d'arguments quand tu leur proposes des cas quand même qui sont euh, plus qu'étonnant. On sent bien qu'ils essayent de trouver des explications, mais qu'ils n'y arrivent pas vraiment. Oui, mais en même temps, c'est important. Moi, j'ai trouvé leurs arguments quand même très pertinents. Et c'est ça la richesse du film, c'est qu'on comprend qu'ils sont indispensables, et qu'ils sont importants. Leurs arguments sont importants. Ça, parce que j'ai appris plein de choses, et c'est comme ça qu'on devient de plus en plus rigoureux dans la recherche, et puis dans la recherche de témoignages, que je peux voir, anticiper ce qu'on pourrait dire sur tel ou tel témoignage, tu vois. Et moi, j'ai adoré travailler avec, enfin, interroger Suzanne Blackmore ou Christopher French. Ça a été vraiment passionnant et enrichissant. Ouais, ça, je le reconnais, quoi. Et puis il y a des gens Voilà. qui sont un peu plus entre deux, hein, comme Stephen Lorace ou Charlotte Martial, qui bon, travaillent, qui sont plutôt matérialistes, mais qui ne cherchent pas toujours à vraiment argumenter à fond, et qui reconnaissent parfois leur difficulté à trouver des arguments quand même, hein. Tu es certaine de ce que tu avances là? T'as-tu bien entendu ce qu'ils ont dit dans le film? Moi, j'ai trouvé quand même, pour avoir interrogé deux fois Stephen Loret, le Stephen Loret à 10 ans et le Stephen Loret de maintenant, c'est plus le même, hein. Non, non, c'est pour ça, je dis, ils sont dans l'entre-deux, hein. Entre deux, oui, oui, mais alors je peux te dire alors, je sais pas qu'est-ce qui a bouleversé le plus les gens. Est-ce que c'est vraiment les témoignages ou c'est le changement, l'ouverture de ces sceptiques? En tout cas, ça a vraiment surpris beaucoup de gens. Plus l'ouverture, en tout cas, voilà, le fait qu'ils excluent pas certaines théories maintenant. Voilà, on va pas en dire trop, mais Oui, voilà. c'est ça, c'est pour ça que je dis, ils sont dans l'entre-deux, ils Ouais, sont ouais, 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 ouais. plus Non, je du l'ai mal côté compris alors. matérialiste, mais ils n'osent Ouais, pas ouais. encore trop affirmer de l'autre côté, ils sont un peu dans cet Oui, entre-deux. mais c'est bien d'être entre les deux, c'est d'être ouvert aux deux possibilités. Et tant qu'il n'y a rien de prouvé, eh ben, ils jouent leur rôle de scientifique et ça, c'est bien. Tout à fait, je pense que c'est vraiment Voilà. indispensable, c'est de Bien continuer à faire sûr. de la recherche et de justement de ne pas être dans ce que j'appelais tout à l'heure la croyance, hein. On doit Et, continuer à chercher, à s'interroger. oui, mais en même temps, honnêtement, je crois que moi-même, j'ai évolué, hein. C'est-à-dire que si demain, on me dit bah, l'histoire de l'hypothèse d'une conscience non locale, bah, c'est autre chose, bah, franchement, je serais prête à accepter. Je serais prête à accepter.
Parce que tu peux pas être, tu peux pas dénoncer des trucs d'un clan et faire pareil dans tes propres convictions, tu Tout vois. à fait, tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que c'est encore autre chose qu'on ne connaît pas encore et que, il faut avoir cette ouverture et de laisser la science faire son job euh, en toute liberté et sans préjugés. Je crois que le plus dur dans la science, c'est de faire des expérimentations sans préjugés. Parce qu'on part toujours avec des hypothèses quelque part. Mais là, je suis prête s'ils me disent qu'il y a un lien avec le cerveau, mais c'est un truc bizarre. Même si c'est un lien avec le cerveau et que c'est encore autre chose qu'on n'a pas imaginé, ben ok, il faut avoir cette ouverture. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. C'est ça la recherche. Ouais, c'est ça. Ben voilà. Donc, je j'ai plus de position Tranché. très tranchée. Je me donne cette ouverture-là de dire il y a encore beaucoup de choses à découvrir et voilà. Ce que je voulais ajouter par rapport à ton docu-fiction, c'est que c'est donc un docu-fiction, c'est-à-dire que les scènes sont jouées, donc on entend évidemment les témoignages des personnes qui ont vécu ce qui est montré en fiction, mais le fait de voir cette fiction, on est vraiment dans la vie des personnes, c'est vraiment, on est dedans, quoi, hein. Ça amène, je trouve, quelque chose de plus que le seul témoignage. C'est qu'on voit ce qu'elles ont vécu à travers le jeu des acteurs et puis on les entend parler de ce qu'elles ont vécu. Donc je trouve que c'est très intéressant, ça, ce Si. Alors, tu double jeu. sais, un film, c'est très subjectif. On aime ou on n'aime pas. Dès qu'il faut apprécier, c'est de la subjectivité. Alors, il y a des gens à qui le docu-fiction va faire peur parce que c'est le côté fiction. On dit c'est faux. Non, c'est pas faux du tout. C'est juste une manière d'illustrer les propos de gens. C'est une manière de s'immerger dans leur propre histoire, comme tu viens de le dire. Mais ça plaît ou ça plaît pas. Moi, en majorité, ça a plu. En majorité, je dis bien. Mais il y a certainement des personnes à qui ils ont été certainement moins fans ou pour X ou Y raison, et ça leur appartient, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je voulais changer en tout cas, je voulais faire un autre film, je voulais sortir du documentaire pur, hein, parce que illustrer un documentaire sur les expériences de mort imminente, ben, il faut s'accrocher. Avec Faux Départ, j'avais utilisé la 3D, hein, les images. Voilà, on a fait quelques petites reconstitutions, des illustrations comme ça. C'était déjà très précurseur pour l'époque, je me souviens. Mais j'avais trouvé ça très froid avec du recul. Donc là, ben, j'ai plus donné la parole aux expérienceurs pour raconter leur histoire. Et et il y a ce mélange, voilà, il y a ce mélange de scientifiques, de témoignages, très très fort, un témoignage. Et, euh, et voilà. Oui, comme disait mon mari, ce sont des témoignages très interpellants, hein. Ça nous oblige à réfléchir. Alors, ça ne nous oblige pas à avoir des convictions, mais ça nous oblige au moins à réfléchir et à certainement ouvrir par rapport à des hypothèses. Oui, mais encore une fois, c'est faire son opinion, c'était le but du film. C'est-à-dire que donner la parole à des gens, à des scientifiques, qui, voilà, qui ont des opinions différentes. Et je voulais vraiment que le spectateur se fasse sa propre opinion. Je voulais pas imposer ma propre vision, ma propre vérité. Euh, voilà. Ça, c'était important pour moi, par exemple. Et donc, à la fin, bah, ce qui est rigolo, c'est que dans les ciné-débats, bah, il y en a une quarantaine, cinquantaine, je ne sais plus. Mais c'était intéressant de voir à quel point les gens me demandent ma propre opinion. Tu vois, bah, quelque part, ça veut dire que le film ne laisse pas transparaître mes propres convictions. Ça, c'était. Alors, si on peut le voir, mais c'est, euh, il Oui, faut. mais je suis d'accord, hein, par rapport à Faux Départ, effectivement, il y a cette question que je me suis aussi posée, enfin, je connaissais la réponse, mais où effectivement, quand on voit témoin, tu donnes tellement la parole aussi aux sceptiques, etc., que c'est vraiment toute cette ouverture qui fait qu'on se fait on se forge sa propre conviction ou opinion. Alors, ce qui avait été apprécié dans Faux Départ, c'est que je ne tire pas de conclusion non plus. C'est-à-dire que Faux Départ, je pense que l'idée, c'était de faire un bilan de tout ce quelque part, de toute la recherche qui avait été réalisée. Mais pareil, c'est juste dire, voilà les recherches qui ont été réalisées.
mais ce ne sont pas des explications, ce sont des hypothèses. Et ça avait été apprécié, et je crois que c'est pour ça aussi que le film est allé loin dans tout ce qui est universitaire, quoi, voilà. Mais témoin, voilà, ça va encore plus loin dans ce sens-là, et j'en suis ravie, je me suis éclatée vraiment à faire ce film. Et ce que je vis dans les ciné-débats, c'est des shoots d'amour à chaque ciné-débat. Parce qu'on rencontre des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, on rencontre des soignants, on rencontre toutes sortes de personnes, des gens qui me suivent depuis 20 ans que j'ai commencé avec les colocs. Et franchement, c'est galvanisant, quoi. C'est une période de joie et de bonheur que je souhaite à tout le monde quand on rencontre un public comme ça qui à la rigueur te remercie avant même de voir le film, parce qu'ils sont contents d'avoir un film enfin sur cette thématique. Il n'y en a pas beaucoup hein, de films comme ça sur cette thématique, on les compte sur même pas les doigts de la main, quoi. Donc, non, c'est touchant, franchement, ça. Autant je suis fatiguée, j'étais très fatiguée de ce marathon, là, et autant quand je ressors d'un ciné-débat, je suis regonflée à bloc, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu auras encore envie de dire pour donner à ceux qui nous écoutent l'envie d'aller voir Témoin? J'ai envie de leur dire que ce n'est pas un film comme les autres. Euh, que d'après la réaction de la majorité du public, qui ont eu l'amabilité de faire des témoignages, des commentaires, ou ceux qui m'écrivent pour me dire comment ils ont apprécié le film, je pense que vraiment, je suis très attachée à leur dire, ce n'est pas un film comme les autres. Voilà. Il y a des témoignages inédits, les articles et puis les études que j'ai développées dans le film sont des études à comité de lecture scientifique. Voilà, il n'y a pas de pseudo-science. Et que, ils vont apprendre des choses. Voilà. Et ceux qui le découvrent ont été agréablement surpris. Donc, ben voilà, s'ils ont envie d'emmener des potes à eux qui doutent un peu ou qui sont sceptiques, ça, les gens se régalent à faire ça. Parce qu'il y a le public comme ça maintenant dans les ciné-débats, de plus en plus de jeunes, ça je suis contente. Et des fois, il y a même plus de soignants que de gens qui ont vécu des EMI dans la salle. Donc voilà. C'est vrai que les soignants sont aussi confrontés à ce type d'expérience, hein. Donc il y a aussi un questionnement par rapport à ça, peut-être plus que dans le grand public. Et bien sûr, quand même, les expérienceurs qui, eux, sont très contents qu'on puisse enfin lever le tabou sur ce genre d'expérience. C'est ça. Oui, oui, mais j'ai l'impression quand même que ils sont en première ligne. Et les soignants, et là où je suis très heureuse, par exemple, tu vois, le 16 janvier, tu as le centre hospitalier Labourie Henri de Labourie à Poitiers, qui a demandé un ciné-débat autour de témoins au CGR de Pixerol. Donc, ça c'est super, parce qu'on va pouvoir encore élever le débat et avoir des discussions encore passionnantes. Voilà. Donc, je me réjouis. Alors pour conclure, j'aimerais que tu répondes à une question que je ne t'ai pas posée. Là, tu me poses une colle. Est-ce que le film va passer en Belgique ou en Suisse? Ah oui, il va passer au mois de mars. Voilà. Non, il va passer en Europe et dans les dom-toms aussi, non, si tout va bien. Et puis, il dépassera les frontières aussi. Voilà. En tout cas, on se débrouille pour que. Parce il existe déjà, on a déjà fait la traduction en anglais. Après, il reste à voir comment. Voilà. Et si on veut le voir, est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut avoir les dates de projection dans les différents pays, les différentes régions? Alors, il faut aller sur le. Il y a deux moyens. Il y a le site du film, témoin au pluriel, -lefilm.com. Donc, il y a une carte interactive où les gens vont pouvoir voir euh, où est programmé le film. Et puis, il y a le site Allociné aussi, on peut voir toutes les séances. Bon, des fois, il y a des cinémas qui ne sont pas reliés à Allociné. Donc, on va dire que le plus complet, ça va être le site, mais pour voir toutes les séances, il faut compléter avec Allociné. Voilà. Un grand merci, Sonia. Merci à toi. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous demande de la partager
et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Résilience Psy.